Bonsoir, chers étudiants. Nous allons continuer avec notre cours d'anatomie. Évidemment, nous allons poursuivre l'étude anatomique du cœur. Nous avons déjà contemplé l'anatomie du cœur droit. Maintenant, nous allons aborder le cœur gauche qui reçoit du sang saturé en oxygène. Il y règne des pressions élevées. Il comprend l'oreillette gauche, le ventricule gauche, la valve mitrale et la valve aortique. Alors, l'atrium gauche est situé un peu en arrière et au-dessus du ventricule gauche, ovoïde par rapport à l'oreillette droite, qui est grossièrement triangulaire ou grossièrement cylindrique, reçoit 4 veines pulmonaires surmontées de l'auricule gauche, qui est d'une importance aussi capitale en chirurgie, parce que quand les patients présentent une dilatation de l'oreillette gauche due à une pathologie mitrale et développent une fibrillation auriculaire, au cours de l'intervention sur la valve mitrale, on peut enlever, c'est-à-dire sectionner l'auricule gauche. Alors, l'oreillette gauche présente une paroi postérieure située entre les orifices pulmonaires, une paroi septale déjà contemplée lors de l'étude de l'oreillette droite, une paroi antérieure qui répond à l'orifice mitral, évidemment une paroi supérieure et une paroi inférieure. Ici, nous avons sectionné, pas vrai, et la paroi antérieure pour vous montrer, pas vrai, la valve mitrale, évidemment, et les parois latérales, pas vrai, et la paroi, c'est-à-dire la paroi septale, pas vrai, et la paroi supérieure qui est ici sur ce schéma. Alors, le ventricule gauche conique, aplati, présente une paroi latérale gauche, une paroi septale, des bords antéro-postérieurs et postéro-inférieurs un peu mousse, une base et un sommet. Alors, la base est en haut et le sommet est en bas. Alors, l'oreillette gauche est séparée du ventricule gauche par la valve mitrale, qui comporte la voile mitrale, l'anneau mitral, la voile mitrale, bah ouais, les cordages tendineux et les muscles papillaires. Alors, ici, sur un schéma, nous vous présentons la valve mitrale, ce schéma qui est dirigé à gauche et en avant. Nous vous présentons la valve mitrale, pas vrai, qui comporte 2 feuillets, pas vrai, et qui est assis évidemment sur une structure squelettique appelée appelée trigone, qui évidemment supporte pratiquement les valves cardiaques. Alors, cette valve mitrale comporte des commissures, une commissure antérolatérale et une commissure postéromédiale. Alors, les feuillets peuvent être divisés pour le feuillet antérieur en A1, A2, A3, correspondant à différents territoires en partant de la partie latérale vers la partie médiale, pas vrai, ainsi que la valve postérieure peut être divisée aussi en P1, P2 et P3 selon ce même schéma directionnel. Alors, la valve mitrale est recouverte d'endocardine, pas vrai? Il présente une zone rugueuse distale, une ligne de coaptation. Quand cette ligne de coaptation est, disons, est déconstruite et qui est un déficit d'étanchéité, on parle d'insuffisance mitrale. Alors, zone lisse proximale, okay, dépourvue d'insertion tendineuse. Alors, cette valve présente une valvule antérieure semi-linéaire triangulaire, pas vrai, avec sa zone lisse dépourvue d'insertion qui sépare la chambre de chasse de la chambre de remplissage. Notez bien qu'au niveau du ventricule gauche, il existe une chambre de
remplissage, pas vrai? C'est-à-dire, le remplissage se fait par l'intermédiaire de la valve à partir du sang qui provient de l'oreillette gauche. Alors, cette valve antérieure, pas vrai, mitrale antérieure, pas vrai, sépare, pas vrai, la chambre de chasse de la chambre de remplissage. Alors, je vous ai déjà parlé de l'insertion commune sur le squelette fibreux avec les valves de les valves aortiques, évidemment, et qui déterminent une continuité mitro-aortique, une séparation mitro-aortique très importante pour les chirurgiens parce que des fois, on est bien obligé d'intervenir sur la valve, sur l'anneau, le pseudo-anneau de la valve aortique. Alors, il faudrait bien éviter qu'à partir de cette continuité, qu'il y ait continuité aussi dans les coups de ciseaux. Alors, la valve postérieure, bah, vrai, est quadrangulaire, bah, vrai. Vous pouvez constater et la valve antérieure et la valve postérieure sur ces deux schémas, bah, vrai, et comporte une zone basale, bah, vrai, une zone lisse et une zone rugueuse. L'anneau mitral situé sur le trigone fibreux, bah, vrai. Alors, il existe un trigone droit central, bah, vrai, et un trigone gauche entre les valves aortiques et mitrales. Je reprends pour que vous puissiez identifier le trigone droit qui est central, bah ouais, ok, et le trigone gauche, bah ouais, situé entre les valves aortiques et les valves mitrales. Alors, les cordages tendineux, il existe des cordages commissuraux, des cordages de la valve antérieure et des cordages de la valve postérieure. Ici, les cordages en éventail sur un individu sain qu'on est en train d'opérer, pas vrai? Les cordages antérieurs, les cordages principaux, il existe d'autres cordages de la zone rugueuse, il existe des cordages paramédians, des cordages paracommissuraux, pas vrai? À cuisiner plus en profondeur au cours de votre étude. Alors, les cordages de la valve postérieure sont représentés par ceux de la zone rugueuse, les cordages basaux de la zone basale, pas vrai? Comme vous est présenté cette disposition au niveau des schémas, pas vrai? Et ces cordages vont s'insérer sur des muscles papillaires au nombre de deux, antéro-latéral et postéro-médial. Alors, ces piliers adhèrent complètement au myocarde. Il existe d'autres piliers appelés piliers en droit de gant ou piliers intermédiaires. La valve aortique. La valve aortique est cette valve qui se situe entre le ventricule et l'artère aorte, comme valve empêchant le reflux du sang, évidemment, de l'aorte vers le ventricule gauche, pas vrai? Et cette valve, normalement, comporte trois feuillets, est aussi tricuspide, trois feuillets, pas vrai? Un feuillet coronarien, c'est-à-dire coronaire droite, coronaire gauche, et un feuillet non coronaire, pas vrai? Ici, une valve normale, pas vrai? Ici, une valve avec un déficit de coaptation déterminant une insuffisance aortique. Alors, après avoir contemplé avec vous, regardé avec vous, et l'anatomie et cardiaque dans sa configuration extérieure, tout comme dans sa configuration intérieure, incluant les deux cœurs, le cœur gauche et le cœur droit, nous allons aussi essayer de faire avec vous une analyse segmentaire très importante pour comprendre les cardiopathies congénitales. Alors, nous allons considérer le cœur en plusieurs segments. Nous allons considérer le segment auriculaire, le segment ventriculaire et le segment artériel. Ici, sur ce schéma, nous pouvons découper le cœur en segments auriculaires, segments artériels et segments ventriculaires. Alors, la jonction auriculo-ventriculaire est réalisée par les valves auriculo-ventriculaires, les connexions auriculo-ventriculaires, la valve mitrale à gauche, la valve tricuspide à droite. Pas vrai? La jonction ventriculo-artérielle est réalisée par les valves aortiques et pulmonaires. Pas vrai? Et cette segmentation cardiaque nous amène à parler
de plusieurs situations, je dirais, de plusieurs situations anatomiques, ouais, comme par exemple le situs. Le situs peut être solitus ou inversus. Alors, situs solitus, concernant les oreillettes, on a deux oreillettes de même morphologie. On a deux oreillettes de morphologie normale, morphologie droite à droite, morphologie gauche à droite. C'est le situs solitus. Mais quand l'inverse se produit, une oreillette de morphologie gauche à droite et une oreillette de morphologie droite à gauche, on est en présence d'un situs, pas vrai, inversus. Alors, à partir des oreillettes, on peut définir aussi, à partir de la segmentation cardiaque, visualisant les oreillettes, nous pouvons déterminer aussi l'isomérie, deux oreillettes de morphologie gauche, isomérie gauche, deux oreillettes de morphologie droite, isomérie droite. Alors, les connexions artério-ventriculaires et les connexions atrio-ventriculaires, les connexions atrio-ventriculaires et les connexions ventriculo-artérielles peuvent être concordantes, discordantes. En ce qui a trait aux connexions atrioventriculaires, ces connexions peuvent être ambiguës. On peut avoir une double entrée ventriculaire. Ouais. La connexion peut être absente. En ce qui a trait au type de connexion ventriculo-artérielle, ouais. La connexion peut être concordante, discordante, double sortie ou bien voie de sortie unique. Alors, pour les modes de connexion, les connexions peuvent être perforées, imperforées, chevauchantes ou communes. Ces éléments anatomiques vont constituer la base, pas vrai, de la compréhension des pathologies cardiaques congénitales. Je vais prendre un exemple simple. La connexion ventriculo-artérielle est discordante au niveau du cœur droit, au niveau du cœur gauche. Cette situation détermine nos pathologies connues, qui est la transposition des gros vaisseaux. Je prends un autre exemple. L'aorte chevauche, ouais, le septum, il se trouve connecté à droite. C'est le chevauchement aortique, connu dans la pathologie appelée tétralogie de Fallot, qui combine une sténose pulmonaire, une communication interventriculaire, ouais, une hypertrophie ventriculaire gauche et un chevauchement de l'aorte. Donc, toute l'anatomie est importante à toutes les toutes les spécificités anatomiques sont à saisir pour mieux comprendre la pathologie. Alors maintenant, nous allons aborder une partie très intéressante de notre cours, c'est la vascularisation cardiaque. Le cœur est vascularisé dans un fort pourcentage de cas par les artères coronaires. Les artères coronaires sont au nombre de deux, issues de l'aorte, pas vrai? Et ces artères vont irriguer les différentes parties du cœur. Alors, parlant de vascularisation artérielle cardiaque, rapport à la vascularisation veineuse cardiaque, nous pouvons commencer par l'étude de l'artère coronaire droite. L'artère coronaire droite naît de l'aorte, évidemment, descend à gauche, en bas, va empointer le sillon auriculo-ventriculaire postérieur, va arriver au niveau de la croix du cœur, pas vrai? Et à ce niveau, il va comporter un segment proximal, un segment moyen et un segment distal. Évidemment, cette artère a la forme de C. Alors,
l'artère coronaire droite présente des branches collatérales. L'artère atriale supérieure droite. L'artère du nœud sinusal. Artère atriale droite. Artère du nœud sinusal. Alors, l'artère du nœud sinusal, pas vrai? L'artère du nœud sinusal, pas vrai? Est présent, c'est-à-dire émerge de l'artère coronaire droite dans 59% des cas. Alors, il existe aussi des branches descendantes ou ventriculaires droites, les artères ventriculaires antérieures, l'artère du conus, les artères ventriculaires droites inférieures que vous pouvez contempler sur le schéma. Alors, l'artère coronaire droite va donner l'artère du bord droit du cœur et des artères ventriculaires inférieures. Alors, les branches terminales sont constituées par l'artère rétroventriculaire gauche inférieure ou postérieure, okay? L'artère, laissez-moi vous montrer l'artère rétroventriculaire gauche, pas vrai? L'artère du nœud sinusal, pas vrai? L'artère du nœud sinusal, pas vrai? Dans 88% des cas, l'artère interventriculaire inférieure ou postérieure, pas vrai? Et des branches postéro-latérales. Alors, l'artère coronaire gauche est formée par le tronc coronaire issu de l'artère aorte, va prendre une direction céphalo-caudale, va se diriger à gauche dans le sens dorsofrontal et va donner l'artère interventriculaire antérieure et l'artère circonflexe. L'artère interventriculaire antérieure donne des artères diagonales. Artères diagonales. Ouais. Des artères septales. La première septale va au niveau du faisceau de Higgs, que nous allons voir en détail lorsque nous allons étudier l'innervation intrinsèque et cardiaque. Deuxième artère septale va irriguer le muscle papillaire de Louchka, déjà vu lors de l'exploration anatomique du ventricule droit. Il existe des branches ventriculaires droites, pas vrai, et des branches qui vont au pilier inférieur et au ramus coni, que nous allons voir. Nous allons voir l'agneau de Vieuxène, pas vrai, qui reçoit une branche, pas vrai, provenant de la descendante antérieure de par ses rameaux septaux. Alors ici, visualisation de l'anneau de Vieuxène, bah ouais, qui reçoit le ramus coni, bah ouais, qui reçoit une branche venant de l'artère coronaire droite et une branche venant de l'artère coronaire gauche. Alors l'artère circonflexe que vous voyez ici va donner l'artère du nœud sinusal dans 39% des cas. Ouais. Il va donner des branches marginales, des branches postéro-latérales, et donne l'artère du nœud auriculo-ventriculaire dans 12% des cas et l'artère interventriculaire postérieure dans 20% des cas. Quand l'artère interventriculaire postérieure naît de l'artère coronaire, on est en présence d'une dominance gauche. Et quand l'artère coronaire naît de l'artère interventriculaire postérieure naît de l'artère coronaire droite, on est en présence d'une dominance droite. Alors ici, une vue synthétique, schématisée, pour vous permettre de bien regarder la vascularisation du cœur par le truchement de l'artère coronaire droite et la vascularisation du cœur par le truchement de l'artère coronaire gauche de par son tronc qui va être divisé en descendante antérieure et artère circonflexe. Ici encore, une vue beaucoup plus détaillée, vous permettant de mieux cerner la vascularisation cardiaque
à partir des deux artères coronaires et de leurs ramifications. Alors, relation entre irrigation et territoire. Alors, l'artère coronaire gauche irrigue la portion antérieure du ventricule gauche, le septum et l'apex. L'artère coronaire droite, l'oreillette droite, le nœud sino-auriculo-ventriculaire, la paroi antérieure du ventricule droit, la paroi postérieure du ventricule droit et le septum postérieur. L'artère circonflexe, la paroi latérale du ventricule gauche, la paroi postérieure de l'oreillette et du ventricule gauche. Alors, dominance gauche et dominante droite, déjà définie de par la naissance de l'artère descendante postérieure. Si l'artère descendante postérieure naît de la circonflexe, naît en dominance gauche. Si l'artère coronaire, si l'artère interventriculaire postérieure naît de l'artère coronaire droite, on est en présence d'une dominance droite. Alors, cette corrélation avec le territoire a aussi rapport avec l'électrocardiogramme. Après, si on retrouve une surélévation, sous-élévation du segment ST en V5, V6, en latéral, ce serait évidemment l'artère circonflexe. Au niveau V1 et V2, ce serait au niveau de la partie antérieure, c'est antérieur, V2, V3, V4, ce serait au niveau de la partie antéro-septale. Pas vrai? Donc, cette territorialisation de la vascularisation est en relation aussi avec les trouvailles de l'électrocardiogramme, l'anatomie étant au service de la clinique. Regardons la circulation veineuse. 3 systèmes. Le sinus coronaire qui va drainer les veines des différentes parties du cœur, les petites veines cardiaques de Galien et les veines de Tébésius qui vont se jeter directement au niveau de l'oreillette droite. Alors, le sinus coronaire reçoit la veine moyenne du cœur, bah ouais. La petite veine du cœur, large de 12 mm, se trouve dans le sillon atrioventriculaire et reçoit évidemment la veine moyenne du cœur, visualisée sur le schéma, et la petite veine du cœur. Alors, les veines latérales et inférieures vont aussi se déverser au niveau du sinus, bah ouais. La veine oblique de l'oreillette et la grande veine cardiaque. Ici, de manière synthétique, la veine de l'atrium gauche, le sinus coronaire, la petite veine du cœur, la veine moyenne du cœur, la grande veine du cœur, la veine marginale gauche, la veine postérieure du ventricule gauche. Alors, l'anatomie étant au service de la clinique, quand vous avez les vaisseaux coronaires qui sont bouchés, on peut les reperméabiliser. Alors, c'est ici qu'on peut réaliser un bypass cardiaque, une revascularisation cardiaque, soit avec la veine saphène, vous voyez ici la veine saphène connectée avec l'artère coronaire droite, pas vrai, qui est bouchée, pas vrai. Ici, l'artère mammaire interne qui se trouve au niveau de la paroi thoracique antérieure peut être descendue, comme je viens de l'annoncer il y a quelques heures. Cette veine peut être descendue, divisée, non, c'est-à-dire descendue et anastomosée avec la descendante antérieure, l'artère interventriculaire antérieure, permettant au cœur d'être revascularisé, et ce schéma thérapeutique chirurgical est d'une importance capitale pour les patients souffrant d'une ischémie myocardique. Nous allons vous laisser le soin de travailler sur les nœuds lymphatiques, le réseau lymphatique cardiaque. Et au prochain cours, nous aborderons avec vous l'innervation intrinsèque et extrinsèque du cœur. Alors, je vous remercie pour votre attention et j'espère que vous allez poser des questions. Et à ces questions, je vais devoir répondre avec plaisir.